T'as beau passer 6 mois à découvrir quelqu'un, c'est le jour où tu t'installes avec que tu la découvres vraiment. Il n'y a pas de certitude, et c'est jamais définitif. Je trouve quelqu'un, c'est une pépite, c'est génial, etc. Je vous l'avais raconté la dernière fois, et puis tout d'un coup, il se met en couple, et ça change tout. Parce que l'autre lui fait remarquer qu'il passe trop de temps au travail, ce serait bien qu'il rentre plus tôt, qu'il ne s'occupe pas assez d'elle, machin. Et ton collaborateur, c'est plus le même. Il y a un enfant qui rentre dans le système. C'est normal, naturel. Donc il faut faire preuve d'adaptation. Encore une fois, c'est un peu toute la difficulté, c'est qu'on voit bien qu'on est résistant au changement, nous et les autres, et que la clé, elle passe par l'évolution permanente. Je vous rappelle l'évolution par rapport à la révolution. L'évolution, les rustines, la rupture. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, évolution, si on fait des évolutions permanentes, si on recadre, si on s'adapte, si on tient compte de tout ce qu'on vient de dire là, ben, normalement, on ne doit pas arriver à la rupture. Et si on n'arrive pas à la rupture, il n'y a pas de révolution, on ne vient pas à la case départ, on ne perd pas des gens, on ne perd pas de l'énergie, on ne perd pas des neurones et des cheveux. C'est parce que c'est l'évolution permanente. Et cette évolution permanente, c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est comment on prend du recul en permanence sur le quotidien. Pas simplement quand il y a un clash, quand il y a un moment tendu, quand il y a une opposition. Mais le quotidien. Et c'est peut-être ça le plus dur. Prendre de la hauteur sur le quotidien, si vous ne le faites pas, les autres ne le feront pas. Et ça fait partie de votre job de manager. Et le terme que je voulais tout à l'heure, en rapport avec ce qu'on est en train de dire là, c'est le terme de maturité. Je donne moins en moins d'importance à l'âge. Vous avez des gens de 20 ans qui sont géniaux, puis il y a des gens de 35, 40 ans, ils n'ont toujours pas compris. C'est pas l'âge qui compte. C'est pas le sexe, c'est pas les diplômes, c'est la maturité. Ce terme de maturité, moi je suis en train de travailler dessus, c'est mon travail, et je compte faire un test. Euh, euh, je compte faire un test pour estimer la maturité des gens. C'est très borderline, hein, mais je compte le faire parce que je pense que c'est un vrai sujet pour les managers, et je pense qu'il y a des jobs qui ne devraient pas être donnés en dessous d'un certain seuil de maturité, et d'autres, au contraire, quand la personne a dépassé ce seuil de maturité, il faut prévoir une évolution, vous allez le perdre sinon. Et cette maturité, cette notion de maturité qui est plutôt évidente dès que j'en parle, on ne sait pas la mesurer. Et en même temps, comme je viens de vous dire, et c'est évident pour vous, si on n'en tient pas compte, on va avoir un problème. On va donner des responsabilités à quelqu'un qui n'est pas assez mature, on va avoir des problèmes. Et on ne va pas suivre la maturité de quelqu'un ou l'accompagner. C'est un alternant, il est top, quand il va prendre des fonctions, il pourrait tout de suite avoir des fonctions intéressantes, il faut en profiter. On va dire non, il faut qu'il suive les étapes comme les autres. Tu vas le frustrer, tu vas le casser. Et le jour où tu te dis, bon, bah maintenant on va le lâcher, bah, il te dit, bah, j'ai plus envie en fait. Ou il est déjà parti entre temps. La maturité, c'est un terme que vous devriez noter quelque part pour le garder en tête. La maturité, estimez la maturité de vos collaborateurs et de vos collègues et tenez compte de cette maturité. Rien que de le fait d'en parler, de le poser, vous allez vous dire, ouais, en fait, il est peut-être pas à la hauteur. Il n'y a rien de mal là-dedans, je ne juge pas les gens. C'est d'être le plus factuel possible pour vous rendre compte que si vous demandez quelque chose à quelqu'un qui n'est pas capable de le faire, soyez bien conscient que vous allez le rendre triste et malheureux. Ah mais je pensais je voulais donner sa chance. Ben, si vous donnez sa chance à quelqu'un qui n'est pas préparé pour ça, vous allez le rendre triste et malheureux. Vous allez lui mettre de la pression, il n'aura pas les résultats qu'il veut, il n'aura pas les retours positifs, ça va le frustrer. L'échec n'a d'intérêt que parce qu'on apprend quelque chose derrière. D'accord? Je dis ça parce qu'il y a un peu cette culture de l'échec c'est tellement bien que limite il faudrait qu'on se plante tous les jours. Non, non. Si on doit avoir un échec, c'est qu'on a raté quelque chose. C'est un échec. Un échec n'est pas une réussite. Un échec est une étape vers la réussite, je le crois. Toutes les success stories que j'ai étudiées, toutes, sont des successions d'échecs. Vous pouvez regarder toutes les grandes histoires. Je n'ai pas d'exemple de quelqu'un qui a réussi tout de A à Z du premier coup. Il y a généralement des ratés, des échecs, des trucs qu'on a plantés. Des gens qui sont passés à 2 doigts de la sanction fatale, il y en a plein, et ça fait des super success stories, derrière ils ont rebondi, etc. etc. Puis il y a ceux qui n'ont pas rebondi qui sont morts, mais ça, c'est encore autre chose. Mais les success stories sont des successions d'échecs avec des gens qui ont appris quelque chose et qui un jour ont dit, bon maintenant, tout ce qu'on a appris, on le met en pratique et on va réussir grâce à ça. Donc il faut rater, il faut se planter. Mais on doit quand même éviter l'échec. Je ne vais pas pousser les gens à se rater. Je dis juste que je dois laisser parfois les gens se rater. On apprend plus. Alors, il y a une croyance qui dit qu'on apprend plus de nos échecs que de nos succès. C'est discutable.
Je pense qu'on est plus conscient quand on a un échec. Mais on est plus en confiance quand on a un succès. Ouais. Et c'est le podcast que j'écoutais, et je donnerai, qui rappelle un truc qui est très simple. Un enfant qui a une mauvaise note et qui a l'habitude d'avoir des mauvaises notes, et ma femme prof me l'a confirmé il y a pas longtemps aussi, généralement, c'est ceux qui posent le moins de questions après. Ah, j'ai eu 5, quoi. Point. Pourtant, ils sont dans l'échec, ils devraient grandir. C'est eux qui devraient poser des questions. Non. Ceux qui, par contre, ont 14, 15, 16, c'est eux qui vont voir le prof à la fin pour dire pourquoi j'ai eu 15 et qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que j'ai 16 ou 17. Donc, il y a une vérité, c'est que l'échec pousse probablement à la réflexion, mais s'il y a une succession d'échecs, bah, ça pousse à rien du tout, quoi. Ça pousse à baisser, à lâcher l'affaire. Et là aussi, le rôle du manager est important. Un enfant qui rentre avec que des mauvaises notes, si les parents ne le remettent pas en selle, ben, le gamin, il va dire, de toute façon, je suis nul en maths, puis c'est tout, voilà, point. Les parents vont dire, oui, on sait que tu es nul en maths. Et ça s'appelle l'incompétence acquise. Ça a été démontré. L'incompétence acquise, on a fait le test avec des enfants à qui on a dit, t'es nul en maths, qu'on a passé dans un PET scan pour voir le fonctionnement du cerveau. Quand on leur présente un exercice de maths, il y a une zone frontale qui s'active pour désactiver la zone des maths. C'est-à-dire que le cerveau dit, n'essaye même pas. Vous savez, parfois sur certains sujets, on vous pose une question et ça tourne en boucle, vous paniquez, vous ne trouvez pas de réponse, il n'y a rien qui vient. Ben ça, c'est quand votre cerveau il a dit, je ne sais pas. Je ne tente pas. C'est l'incompétence acquise. Et on peut pousser des gens à croire qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne sont pas compétents, et ils en font une vérité. Donc, l'échec, parfois, est nécessaire pour amener l'autre à dire, bon, bah, écoute, vas-y. Tu veux faire comme ça? Vas-y, fais-le. Le côté directif n'a pas marché, la personne en fait qu'à sa tête, je suis en conflit. Vas-y. Le petit truc, c'est, ok, tu veux ça, dis-moi comment tu vas faire. Rappelez-vous, dis-moi comment tu vas faire. Puisque tu veux ce résultat, tu veux ce jouet, tu veux ce logiciel, tu veux inviter tes copains. D'accord. Tu vas faire quoi? Comment? Explique-moi. Ouais. Ben, quand? Comment? Qu'est-ce que tu as prévu comme organisation? Et ils vont dormir à la maison. Et quelque part, eh ben, on est dans le schéma. Si ça tient la route et que tu dis, ok, maintenant j'ai les éléments pour savoir si c'est une bonne option, si c'est une bonne idée, ou si je sais déjà à quel endroit dans le mur il va se planter. Après, c'est ton rôle de dire, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Il a organisé tout, c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais finalement, c'est pas mal. Et finalement, c'est une bonne idée, et finalement, il va passer un bon moment. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Peut-être qu'il faut le laisser faire. Vu ce qu'il me raconte, vu ce qu'il a en tête, vu ce qu'il a prévu, ça va pas bien se passer parce qu'il va tellement saouler ses potes qu'à mon avis, ça va être une crise et ça va être compliqué pour lui. Est-ce que ça vaut la peine que je le laisse se griller avec ses copains pour une soirée qui ensuite va lui faire le reste de l'année compliqué? C'est là où je dois savoir si je le laisse trébucher ou pas. Mais par contre, je ne sais pas mieux que lui ce qui se passe dans sa tête. Explique-moi comment tu vois les choses. Et si tu le fais assez vite, ben quelque part, tu pourrais le faire dès le premier moment. L'enfant vient en disant, je voudrais faire une soirée avec mes copains, je voudrais m'acheter une moto. La première réflexion, c'est non, ah non, tu vas pas t'acheter une moto. Pourquoi tu veux t'acheter une moto? Comment tu fais pour t'acheter une moto? Jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est pas le moment, c'est pas prêt, ou qu'il arrive à te convaincre. Pourquoi on commence par dire non, à votre avis? Pourquoi quand l'enfant il vient avec quelque chose d'un peu surprenant, on commence par dire non? Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Combien de fois vos parents vous ont dit oui du premier coup? On est manager comme on a été managé. Vous êtes quelque part le reflet de l'éducation de vos parents. Tout simplement. C'est exactement la même chose. Et on a d'abord le réflexe, et après, il y a le conjoint qui vient et dit, mais pourquoi t'as dit non? Parce que c'est n'importe quoi. Et voilà, pourquoi? Et là, peut-être que, ouais, peut-être. Parce que quelqu'un vous a aidé à prendre de la hauteur et du recul. Le premier réflexe, c'est de faire ce qu'on fait par habitude. La prise de hauteur, c'est pas que dans le travail. Le management, c'est pas que dans le travail. Si vous voulez que les choses changent, qu'est-ce que vous changez chez vous d'abord? Rappelez-vous les plateaux d'équilibre. Les choses sont équilibrées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont équilibrées, elles sont à l'arrêt, elles ont trouvé un équilibre. Est-ce que cet équilibre, il est bon? Pour l'un, peut-être plus que pour l'autre.
Qu'est-ce que je change dans mon plateau? Parce que c'est la seule chose, je ne peux pas atteindre le plateau de l'autre. Combien de fois on dit j'aimerais bien qu'il m'appelle pour s'excuser? J'aimerais bien qu'il m'appelle pour s'excuser. Ce serait un minimum. Ok, tu vas faire quoi pour ça? Bah rien, j'attends. Et bah voilà. Oui, je sais, c'est pas la première fois et à chaque fois il me fait le coup, il s'excuse pas. Tu lui as dit? Bah non, c'est pas à moi de lui dire. Bah on reste comme ça. Voilà, touchons à rien. Le jour où tu dis non, attends, je vais l'appeler, je vais l'engueuler pour dire que le minimum serait qu'il s'excuse, au moins qu'il le sache. Et là vous dites bah oui, mais je pensais pas que ça t'avait touché. Ah bah oui, bah oui. Et là, j'ai changé un truc qui va déplacer les plateaux et qui fait avancer les choses. Évident. C'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez changer qui va faire évoluer votre monde. Quand les gens disent les planètes s'alignent, l'univers m'a entendu, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai. Mais je sais juste que toutes les démarches, elles commencent par ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu demandes. Action-réaction. Action-réaction, basique. Donc c'est ce que vous allez changer, ce que vous allez dire. Et si vous ne le faites pas, ben vous allez petit à petit subir ce que les autres vous disent, font et changent. Et vous allez évoluer non pas parce que vous voulez les choses, mais parce que les choses s'imposent à vous. Parfois, ça peut être très très bien. Parfois, ça peut être super. Puis parfois, vous pouvez arriver la veille de votre mort à dire ma vie, elle était nulle, j'ai pas fait ce que je voulais. Ton choix.